Bonsoir, nous sommes ravis que vous soyez donc si nombreux à assister à notre webinaire et nous vous remercions pour l'intérêt porté au webinaire d'ICF Tunisia Chapter. Bonsoir Nedra. Bonsoir Nefissa, bonsoir tout le monde, ravie d'être parmi vous ce soir. Donc ce soir, nous accueillons avec plaisir Nedra Achour, PhD, qui va nous parler de leadership versus e-leadership. Nedra, tu es dotée d'un doctorat en sciences sociales et politiques spécialisé en psychologie du travail et des organisations obtenu à l'Université libre de Bruxelles. Tu es enseignante-chercheuse au sein du département de psychologie de l'Institut supérieur des sciences humaines de Tunis, de l'Université Tunis El Manar depuis 2003. Actuellement, tu es présidente de l'Association de recherche et études en psychologie Ibn Sharaf. Tes recherches en cours portent sur le e-management en situation de télétravail. Conjointement à ta vocation académique, tu accompagnes des entreprises nationales et internationales dans divers secteurs d'activité depuis bientôt 20 ans. Dans ce cadre, et en tant que consultante senior en psychologie du travail et des organisations, tu es souvent sollicitée pour appuyer des projets autour des axes suivants: diagnostic organisationnel et accompagnement du capital humain dans les contextes de changement organisationnel, ingénierie de la formation et formation des formateurs, formation et accompagnement du management autour du leadership et du développement RH, mise en place des dispositifs d'évaluation en entreprise et formation, action autour des pratiques et des techniques d'évaluation des compétences et des performances. Tu as été également appelé à participer à des études nationales initiées par la GIZ, la Chambre de commerce tuniso-allemande, l'Institut arabe des chefs d'entreprise, autour de problématiques liées principalement à l'employabilité. Merci Nedra. Veux-tu rajouter quelque chose et commencer ta présentation? Merci Nefissa, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que vous avez tout dit au fait. Bon, peut-être que je pourrais rajouter un élément qui n'a rien à voir avec mon parcours professionnel et mon parcours académique. Ça serait plutôt de parler de théâtre. Voilà, je suis une passionnée de théâtre. Voilà. Donc, je suis ravie d'être parmi vous ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, merci encore donc, à ICF Tunisia Chapter de m'avoir invité à parler de cette thématique qui me semble être des plus pertinentes actuellement. Merci à vous tous d'être présents. Et tout au long de ce webinaire, donc je présenterai à travers une petite synthèse des recherches qui ont été faites en psychologie du travail et des organisations autour, on va dire, de la problématique du leadership et du e-leadership plus spécifiquement. Donc, mon exposé sera structuré autour de 3 grandes parties. Donc, on va d'abord échanger à travers, donc je vais exposer, mais également on va échanger autour de la différence entre leadership et e-leadership, parce qu'il y a vraiment une différence et s'il y en a, où elle se situe exactement. Et puis, on abordera les particularités du télétravail. Donc, quand on parle e-leadership, forcément, on ne peut pas ne pas parler télétravail. Et en dernier lieu, nous aborderons donc les facteurs qui devraient être pris en considération par le manager qui télétravaille et qui manage donc des équipes à distance. Et on verra également, on parlera des leviers sur lesquels il pourrait s'appuyer. Bien sûr, moi, je vous encourage à poser toutes les questions que vous voudrez parce que ça enrichira le webinaire et puis vos expériences respectives sont certainement très riches et ça permettra à tout le monde d'échanger autour de vos expériences. Je commencerai donc, puisque
on est dans une situation virtuelle et qu'on est en train d'échanger de manière virtuelle, je vais quand même essayer de poser une première question qui me permettra de me rapprocher de vous et puis de me rapprocher de vos attentes. Donc, quel métier exercez-vous actuellement? Ça me permettra peut-être d'adapter certains de mes contenus, donc certains des contenus que j'aborderai ce soir en fonction de vos préoccupations respectives. Hâte de vous connaître un petit peu plus, même si ce n'est peut-être pas le seul élément hein, qui peut faire une présentation, la présentation d'une personne. Mais bon, donc, dans mon auditoire, il y a 50% de coachs, 32% de managers, 18% de chefs d'entreprise, 3% de psychologues du travail, pas d'ergonomes. Ben, enchanté tout le monde, on va pouvoir démarrer. Hein. Donc, je vais commencer ce webinaire par répondre à la question pourquoi avoir choisi cette thématique. En fait, le choix de cette thématique s'appuie sur deux constats principaux. Un constat contextuel, donc en lien avec le contexte, et un constat qui est plutôt rattaché à la recherche et à la pratique en synchronisation, si j'ose dire, avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Donc, vous comprendrez un petit peu mieux ce que je suis en train de raconter quand j'aborderai ce point-là. Je vais quand même commencer par le point contextuel. Donc, sur le point contextuel, il y a trois éléments principaux qui nous amènent ce soir à parler de e-leadership. Donc, le premier élément concerne l'essor des technologies de l'information et de la communication, hein, donc, auquel on assiste depuis, bien sûr, bon nombre d'années. Et puis, donc, ce progrès vertigineux de ces ressources technologiques et leur démocratisation a fait que nous vivons avec, que c'est un petit peu, c'est des outils qui sont un petit peu dans le prolongement de nos modes de communication, au point où, je dirais, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, où on ne peut plus s'en passer. Alors, le deuxième élément contextuel concerne l'émergence du télétravail. Alors, pour la petite histoire, on pourrait penser que le télétravail est récent, mais il n'est pas si récent que ça, parce que les premiers signes du télétravail sont apparus dans les années 50, au moment où Norbert Wiener, un architecte, supervisait depuis l'Europe la construction d'un bâtiment aux États-Unis. Donc, cet architecte utilisait des moyens de transmission de données pour suivre l'avancée de ses travaux depuis l'Europe. Alors, et puis est venu le fax, le fameux fax, qui pourrait nous paraître aujourd'hui comme un outil de l'ère préhistorique, hein, bien que ça ne date pas de très longtemps, puisque donc le fax a vu le jour au début des années 70, on va dire, et donc avec la venue du fax, là aussi, on a commencé à voir les premiers modes de travail, les premiers modes de télétravail à ce moment-là. Et le terme, c'est à ce moment-là que le terme telework, télétravail, est apparu, notamment dans le Washington Post. Alors, le développement des technologies, donc de l'information dans les années 90, va permettre d'asseoir vraiment le télétravail. Et on va voir justement l'émergence du télétravail au vrai sens du terme, à travers même des réglementations qui ont été mises en place pour que les entreprises puissent optent pour ce mode de travail. Alors ça, c'est pour la petite histoire, mais on aimerait justement, pourquoi est-ce qu'on en parle ici? Parce que beaucoup de recherches ont montré aussi les avantages du télétravail. Hein, et les avantages du télétravail se trouvent être aussi bien du côté de l'entreprise que du côté de l'employé. Donc, du côté de l'entreprise, donc les entreprises qui ont choisi ce mode de travail
Au fait, elles l'ont choisi parce qu'elles ont pu constater un accroissement de la productivité, du rendement, mais également un moindre coût au niveau des charges fixes, hein, une incidence également sur la réduction de l'absentéisme et de la motivation. Et du côté de l'employé, donc l'employé vit donc cette situation avec beaucoup plus de flexibilité au niveau des horaires de travail, et avec également moins de coûts en termes de temps et de déplacement, ce qui favorise donc de meilleures conditions de travail et ce qui favorise justement cette possibilité de concilier entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors, il est quand même à noter que ces recherches donc, ont montré les avantages du télétravail pour des entreprises et des employés qui ont choisi de télétravailler. Et donc, vous comprendrez peut-être pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça, parce que on verra également que il y a des inconvénients qui ont été quand même relevés. C'est ce qu'on va voir plus tard, hein. Donc, le troisième élément contextuel concerne la conjoncture actuelle, hein. Donc, la conjoncture actuelle fait que les entreprises se sont retrouvées presque brutalement dans des situations de télétravail. Donc, elles n'ont pas, donc il y a peut-être des entreprises qui avaient l'habitude de télétravailler, donc c'était facile de passer au télétravail, mais d'autres entreprises qui n'ont jamais télétravaillé se sont retrouvées à télétravailler pour répondre à une crise, donc notamment cette crise sanitaire qui a obligé à un moment donné justement les entreprises pendant la phase de confinement de passer sur ce mode de travail. Mais malheureusement, ces entreprises n'étant pas habituées à ce mode-là et n'étant pas préparées à cette crise, n'ont pas pu forcément anticiper justement ce changement qui a été introduit de manière brutale. Donc, ça, c'est les éléments contextuels qu'on pourrait justement citer qui permettraient de justifier le choix de cette thématique. Alors, un autre élément ou un autre, disons, un autre élément permettrait également de justifier le choix de cette thématique, c'est que la science reste à un stade de développement embryonnaire concernant justement les recherches qui portent sur le e-leadership, bien qu'il y en a, hein, il y en a de plus en plus, mais le progrès des technologies de l'information et de la communication est tellement rapide qu'il a dépassé, on va dire, de loin la pratique du leadership et la recherche autour du leadership. Et donc, je pense qu'il est temps, aussi bien pour les professionnels que pour les chercheurs, de se pencher sur cette question, parce qu'il y a quand même, si j'ose dire, des signes avant-coureurs qui permettent, à l'heure actuelle, de prédire le travail ou le télétravail, hein, dans quelques années. Enfin, la généralisation de ce télétravail. Alors, je commencerai par un premier sondage qui porte sur une question qui paraîtrait certainement pour certains vieille comme l'an 1000, parce que c'est une question qui s'inscrit dans un débat très vieux, hein, qui n'est vraiment pas récent, mais qui permettrait d'amorcer, on va dire, une réflexion autour de ces deux entités qui sont le leadership et le e-leadership. Donc, je lance ma première question, hein, celle qui porte sur la dimension innée et ou acquise du leadership. Alors, donc, les résultats montrent 80% donc, des réponses optent pour la dimension innée acquise, 14% pour acquis et 6% pour inné. Alors, je suis rassurée parce que la majorité des réponses ont été données effectivement concernant le caractère inné acquis. Bon, je ne vais pas vous apprendre ça, certainement que vous le connaissez. Effectivement, donc on part du fait que le leadership
se base sur un ensemble de prédispositions, mais ces prédispositions vont s'épanouir grâce à des apprentissages ou alors s'inhiber s'il n'y a pas d'apprentissage. Ceci dit, je considère que nous sommes tous leaders et que nous exerçons d'une manière ou d'une autre notre leadership dans différentes situations, même en dehors du travail, ne serait-ce que dans l'éducation des enfants. Alors, je lance successivement un deuxième sondage et quand il s'agit de e-leadership. Alors, 70% des réponses ont dit que le e-leadership est acquis. 26% inné acquis et 4% inné. Alors, la question que je me pose ici, pourquoi est-ce que le e-leadership serait différent du leadership? Donc, éventuellement, vous pourrez répondre en commentaire et puis on pourra en parler après. Alors, donc, là, moi, je pense que le leadership et le e-leadership, au fait, c'est la même chose. Ils sont situés sur un même continuum dans la mesure où le e-additif du e-leadership ne fait que référence à une situation de travail. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas je veux dire, l'attribuer à une qualité humaine parce qu'il fait référence à une situation de travail à distance, à une situation de télétravail. Donc, le manager a l'habitude d'exercer son leadership en présentiel. Il va tout simplement devoir exprimer son leadership dans une situation virtuelle. Et donc, je pense que, en fait, on est plus dans l'exercice du leadership que dans la qualité du leadership et dans l'exercice du leadership par rapport à une situation donnée ou dans un contexte particulier ou dans une situation donnée. Donc, j'attribuerai plutôt ça, je veux dire, je donnerai peut-être moi la même réponse concernant le leadership et le e-leadership. Il n'y a pas vraiment de différence. La seule différence réside dans la situation. Hein. Donc, et ça, c'est ce qu'on va voir tout au long de ce webinaire. Alors, quel point commun et quelle différence entre ces deux entités, même si je considère que c'est la même. Le leadership donc, et le e-leadership s'expriment donc dans le cadre d'une mission prescrite par l'entreprise et par la fonction qu'occupe donc le manager, où il est généralement admis que sa mission consistera à fédérer les membres de l'équipe autour d'un objectif commun. Et que la fédération de des membres de l'équipe s'exerce à travers des interactions sociales autour de l'objet travail, tel que prescrite par la mission de chacun des membres de l'équipe. Donc, le manager faisant partie, bien entendu, de cette équipe. Quelle différence y a-t-il? Alors, la différence réside justement dans les spatio-temporalités, puisque donc l'un exerce son leadership dans un espace physique, en présentiel, qu'il partage aussi avec les autres et où il porte un regard sur l'autre. Et le fait de porter un regard sur l'autre constitue justement un véhicule et un moyen d'interaction. Tandis que l'autre donc s'exerce dans un espace géographique distant où le regard, au sens visuel du terme, n'est plus possible du fait de cette déspatialisation, mais il est tout de même compensé par un outil technologique qui permet de garder le lien et d'interagir. Donc, la différence réside justement ici dans les modalités d'interaction. Nous comprenons par là que l'enjeu auquel doit faire face le e-leader ne peut pas être défié qu'à partir du moment où l'on se penche d'un peu plus près sur les caractéristiques spécifiques de la situation de télétravail par rapport à une situation de travail traditionnelle, habituelle, etc. Donc, tel que nous venons de le voir, la première caractéristique rend compte donc, du phénomène de déspatialisation. Donc, celle-ci implique un travail qui s'exerce
à distance de l'entreprise, de la hiérarchie et des collègues, avec une difficulté en plus, une caractéristique en plus, c'est que le manager va devoir manager des personnes qui sont eux-mêmes dispersées géographiquement. Donc, non seulement il va manager à distance, mais il va également manager des personnes qui sont donc une équipe dispersée. Alors, cette distanciation caractérisée tend à agir sur la distance par le recours aux technologies de l'information et de la communication et s'illustrerait à travers la possibilité justement d'être joignable n'importe où et n'importe quand, comme pour compenser justement cette incapacité de porter un regard sur l'autre. Alors, les effets donc contextuels, quels sont les effets contextuels sur le facteur humain? Donc, à partir du moment où il y a des caractéristiques spécifiques à cette situation, à ce mode de travail, au télétravail, ces effets contextuels qui sont liés donc à la déspatialisation, au recours aux technologies de l'information et de la communication, donc vont impliquer forcément une nouvelle organisation du travail. Et cette nouvelle organisation du travail implique elle-même des effets sur les modes de management, donc comme on l'a dit tout à l'heure, au regard d'une mission prescrite qui reste, elle, inchangée car prescrite par la fonction à laquelle est affecté le manager. Donc, de ces effets, donc ces effets sur le management vont forcément avoir des effets sur les collaborateurs à l'échelle individuelle et collective. Donc, il est important là, je pense, justement de décortiquer cette situation et ses effets parce que à partir de sa compréhension, le manager pourra anticiper les effets qui risquent surtout de compromettre à la fois bien-être et productivité. Donc, les réajustements qu'apportera le manager quant à l'exercice de son leadership dans cette situation succéderont donc indéniablement à une bonne compréhension de ces situations et de ces incidences. Alors, je lance un troisième, je pense, sondage, oui, c'est ça. Donc, un troisième sondage qui est basé sur une étude qui a été qui est très, très récente et qui s'appuie donc sur une étude, comme je viens de le dire, qui a été faite entre le 19 et le 28 octobre sur 2000 salariés et publiée par Opinionway. Donc, cette étude, elle nous livre quelques statistiques donc, sur le taux de détresse psychologique observé chez les managers et les collaborateurs ayant télétravaillé lors de la phase de confinement. Et donc, je vais vous laisser deviner les taux observés chez les managers et je ferai suivre donc un autre sondage concernant les collaborateurs, les salariés de manière générale. Alors, que nous donnent les résultats? Donc, 51%, 49%. Vous n'êtes pas très, très loin. Disons que, voilà, là nous avons les résultats donc de l'étude. Et donc, le taux de détresse psychologique relevé, alors, vous n'êtes pas très loin parce que vous êtes au milieu, on va dire ça comme ça. Donc, vous êtes entre 51. Donc, alors, les résultats de l'étude permettent quand même d'être un petit peu plus rassurés puisque le taux de détresse psychologique relevé auprès des managers donc, est de 25%, ce qui est quand même un taux, on va dire, assez conséquent. Et puis, pour les managers de managers, par contre, il est de 72%, ce qui est quand même un taux assez alarmant. Voilà. Donc, là,
enfin, quand on regarde ces taux, c'est là qu'on se pose la question de savoir quelles sont les causes qui sont à l'origine de ce constat, au fait. Est-ce que c'est la situation de télétravail qui pose problème, hein, du fait de cette déspatialisation, où il y a des facteurs modérateurs qui interfèrent justement et qui pourraient expliquer ces taux de détresse psychologique quand même assez alarmants. Alors, je lance le deuxième sondage, qui celui-ci porte sur donc, les salariés de manière générale. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a donc, pour chaque question, il y a une variante, on va dire. Donc, la première question porte sur le taux de détresse psychologique avec un pourcentage en lien avec des taux de détresse psychologique élevés. La deuxième question, elle porte sur l'état d'épuisement professionnel avec des manifestations de burn-out sévères. Je pense que vous n'étiez pas très loin, donc si j'ai bien compris les réponses. Donc, 49% donc, des personnes interrogées, enfin, des personnes donc enquêtées vivent une détresse psychologique, dont 18% une détresse psychologique élevée. Alors, pour ce qui concerne donc les états d'épuisement professionnel relevés, donc 35% souffrent d'états d'épuisement professionnel, effectivement, dont 5% sont en burn-out donc sévère. Donc, c'est quand même là aussi assez alarmant. Et comme je le disais tout à l'heure, les résultats questionnent l'origine de ce constat. Donc, c'est ce que nous essaierons de voir dans les éléments qui suivent pour mieux saisir justement les facteurs qui en sont responsables et sur lesquels le manager devra agir dans l'exercice son e-leadership avec l'aide de l'entreprise. Justement, là, on va voir qu'il y a 4 grands facteurs qui ont été relevés suite à un certain nombre de recherches scientifiques et qui permettent de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette situation de télétravail. Alors, le premier facteur dégagé est un facteur en lien avec le décentrage de contrôle social. Alors, je vais expliquer rapidement ce que c'est que le contrôle social, en tout cas tel qu'il est défini par les recherches qui portent sur le management de manière générale. Donc, c'est le fait de contrôler le travail des collaborateurs à travers des interactions sociales. C'est-à-dire que nous allons recourir en tant que manager à des interactions, nous allons interagir avec les collaborateurs dans le but de contrôler le travail, l'état d'avancement du travail, le respect des deadlines, etc., etc. Et donc, ce qui se passe dans la situation de télétravail, c'est qu'il y a un décentrage de contrôle social. Pourquoi ? Parce que généralement, lorsqu'on télétravaille, alors il y a différentes variantes du télétravail, mais là, en l'occurrence, on parle du télétravail à domicile. Donc, lorsque nous télétravaillons à domicile ou dans un espace, on va dire, privé, hein, ce contrôle social va s'exercer également dans cet espace. En tout cas, c'est le sentiment qui est généré, donc ce sentiment d'être surveillé par les collaborateurs, donc c'est ce qui a été rapporté par les collaborateurs, donc ils ont le sentiment d'être surveillés et non d'être encadrés, voire même d'être surveillés dans leur vie personnelle. Donc ça, c'est vraiment des résultats de recherche qui ont permis justement de dégager ce facteur. Le deuxième facteur, également dégagé à la suite d'un certain nombre de recherches, axe sur la cohésion du groupe. Alors, ce qui se passe, c'est que la cohésion du groupe se déporte vers la base de données. Autrement dit, cette base de données qui reste dans une situation de travail à distance, le seul outil, on va dire, ou le seul socle commun, hein, le seul socle qui réunit les membres de l'équipe, va fragiliser l'entraide entre les membres de l'équipe
jusqu'à favoriser parfois un sentiment d'isolement. Et puis, le troisième facteur porte sur ce que j'ai appelé, moi ici, l'autonomie contrôlée. Au fait, ce qui est paradoxal, parce que normalement, si nous sommes autonomes, nous devons nous sentir libres et voilà, et maîtres de notre temps, de notre espace, etc. Mais l'autonomie, effectivement, est favorisée par cette situation, du fait qu'il n'y a plus d'obligation de présence et de contraintes horaires, mais il y a quand même une obligation de résultat, ce qui est tout à fait, vous allez me dire, tout à fait normal. Hein, mais cette obligation de résultat est une obligation faite qui est accentuée. Hein, donc, il y a une accentuation de l'obligation de résultat. Donc, au fait, le manager, du fait qu'il ne peut pas voir, il va exiger de manière beaucoup plus élevée, hein, de manière beaucoup plus importante, des résultats. Parce que c'est le seul moyen pour lui de voir si le travail est en train d'avancer. Et puis, le troisième facteur concerne l'acceptation technologique. Alors, qu'est-ce que l'acceptation technologique? Au fait, celle-ci s'instruit à travers la mobilisation de cette capacité d'adaptation à l'usage des technologies, hein, et celle-ci génère justement, comme on le voit ici, donc une charge cognitive donc, qui trouve son origine principalement dans la densification de l'activité, qui est provoquée par la multiplication et la variété de tâches, et aussi de sursollicitation. Donc, nous retrouvons dans des situations de sursollicitation où nous devons répondre aux mails, répondre au téléphone, répondre à un commentaire qui a été mis sur une base de données spécifique, etc., etc. Cette charge cognitive, justement, elle trouve son origine, entre autres, dans cette sursollicitation. Et elle s'exprime également à travers un problème parfois de compétence quant à l'usage des technologies. Hein. Donc, lorsque le dispositif technologique exige de nouvelles compétences, cette surcharge cognitive, du point de vue qualitatif, apparaît lorsque l'utilisateur doit changer ses habitudes de travail, parce que le dispositif technologique est nouveau. Donc, il va devoir s'adapter à de nouvelles façons de faire, à de nouveaux modes opératoires, etc. Donc, tout ça exige une énergie, on va dire, additive qui va se greffer, si vous voulez, sur l'activité de travail qui est inhérente à la mission et à la fonction du télétravailleur. Alors, dans le cas aussi d'une sous-charge cognitive, le télétravailleur peut se retrouver comme un auxiliaire passif du système. Et donc, il peut justement être dépassé et ça peut aller, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à des situations ou des sentiments d'isolement social. Alors, plus le coût, c'est ce qui a été démontré par les recherches, plus le coût cognitif justement sera important, plus le risque de rejet ou d'insatisfaction vis-à-vis de l'outil technologique sera observé. Donc, ça pourrait expliquer notamment le fait que certains managers, et moi, comme je suis en train actuellement de faire des recherches sur cette question-là, donc certains managers, par exemple, disent qu'au fait, ils n'arrivent plus à se connecter avec leurs collaborateurs. Ils n'arrivent plus à se mettre en relation, à se mettre en lien avec leurs collaborateurs parce que le collaborateur est complètement démotivé. Alors, cette démotivation pourrait justement s'expliquer par cette sous-charge cognitive, ou voire même aussi, on parle aussi de débordement cognitif, c'est-à-dire quand la surcharge devient importante, le collaborateur finit par, en tout cas le télétravailleur de manière générale, finit par être dépassé, par se déconnecter complètement de l'activité, je dis. Alors,
Le deuxième facteur qui est généré par l'acceptation psychologique, c'est également la charge affective ou émotionnelle. Donc, celle-ci peut être constatée et occasionnée par une charge attentionnelle trop élevée. Ça d'une, et de deux, elle apparaît aussi quand l'émotion dans l'activité est empêchée par les astreintes justement du dispositif technologique. Donc habituellement, ce qui se passe dans une situation de travail classique, donc on interagit entre nous, donc on exprime également nos émotions, nos affects, etc. Et le dispositif technologique, lorsqu'on télétravaille, empêche justement cette expression d'émotion qui peut justement aboutir à une charge affective, disons, désagréable, désagréable au niveau donc du ressenti. Alors, j'ai repris justement ici quelques réponses qui ont été données par les personnes ici présentes. Et justement, je trouve qu'elles sont très intéressantes, très pertinentes dans la mesure où elles permettent d'illustrer ce qu'on vient de dire. Donc, si on regarde un petit peu ici, d'un petit peu plus près, parmi les choses qui ont été dites suite à la question « Quelles sont les principales difficultés qui vous ont été rapportées en tant que coach ou que vous avez vécues en situation de télétravail ?» Donc, les réponses qui ont été données illustrent parfaitement bien ce que nous venons de voir. Donc, difficulté de superviser, difficulté d'asseoir son autorité, difficulté de déléguer, manque de discipline de la part des employés, manque de communication, non-respect des délais, les conflits et leur gestion, etc., etc. Donc, c'est vraiment des réponses qui illustrent parfaitement bien justement les effets du télétravail et éventuellement leurs incidences négatives, parce qu'il n'y a pas que des effets négatifs, bien entendu, mais les effets négatifs doivent être pris en considération justement pour anticiper, pour pouvoir les anticiper et ne pas, réduire le risque, on va dire, de compromettre le bien-être et la productivité. Alors, au regard de tout ce qu'on vient de voir, donc je lance un autre sondage. Doit-on abandonner le télétravail? Non. 77% non, oui. 13% oui. 10% avis mitigé. Alors, la plupart des réponses qui ont été données, effectivement, rejoignent mon point de vue également. Donc, je pense qu'il est difficile de l'abandonner. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que ne serait-ce qu'en prenant, je veux dire, en considération la conjoncture actuelle, le télétravail peut être justement une solution pour assurer la continuité de l'activité de travail. Donc, c'est quand même quelque chose qui a ses avantages. Autre chose, le télétravail peut tout à fait être adapté à certains métiers, à certaines fonctions, à certains secteurs d'activité et peut-être pas à d'autres. Donc, effectivement, on ne peut pas complètement trancher et dire que voilà, il faudrait peut-être abandonner le télétravail parce qu'il a quand même des incidences négatives. Il suffit juste peut-être de voir d'un petit peu plus près si le télétravail peut répondre à certains métiers, ou en tout cas, il peut être adapté, on va dire, à certains métiers, à certaines fonctions, à certains secteurs d'activité, ou pas, et adapter justement ce mode de travail selon le secteur d'activité, comme je viens de dire, la fonction, le métier, etc. Donc, j'ai utilisé le mot adapté à plusieurs reprises, donc vous comprendrez par la photo que je suggère et que je trouve magnifique, de par les couleurs qu'offre ce caméléon, qu'on ne peut que s'y adapter. Donc, s'y préparer pour ne pas effectivement
se retrouver dans des situations où on doit, si j'ose dire, bricoler, hein, bricoler avec les effets donc, qu'on pourrait encourir, hein, comme on l'a vu dans certaines situations. Donc, j'ai repris ici la question d'un des participants, enfin d'un des présents. Oui, mais par où commencer? Justement, par où commencer? Comment s'y adapter? Comment faire, hein? Alors, par où commencer? Donc, je pense qu'il faudrait commencer, et j'offre un moment de voyage ici, hein. Donc, commencer par changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il est difficile justement d'adapter, enfin de recourir au même mode de management, en tout cas au mode de management habituel, dans une situation où l'organisation du travail est quand même différente. Et donc, le changement de paradigme, justement, va porter, à mon sens, sur trois grandes dimensions. D'abord, repenser le modèle de performance. Alors, pourquoi repenser le modèle de performance? Si l'on se penche sur le modèle classique de performance, nous verrons qu'il devient difficile de l'appliquer tel quel dans une situation de télétravail. Pourquoi? Parce que celui-ci donc, met en jeu trois niveaux. Hein. Donc, quand on parle de performance, on parle d'efficacité ou de degré de réalisation des objectifs. On parle d'efficience ou de degré d'engagement des ressources pour la réalisation de ces objectifs. Et on parle également de pertinence ou de degré de cohérence entre les ressources et les objectifs. Et alors ici, quand on évoque justement les ressources, la question qui se pose, c'est que dans une situation de télétravail, comment peut-on questionner ces ressources ou comment peut-on questionner l'usage, hein, de ces ressources? C'est surtout l'usage de ces ressources. Et puis, il faudra également questionner les réajustements qui devront être apportés, hein, quant aux modalités d'interaction, notamment pour contrôler les résultats, par exemple, du travail du collaborateur. Donc, le modèle classique, tel qu'il est fourni, ne nous permet pas complètement, à mon sens, d'évaluer, hein, de continuer à évaluer le travail lorsqu'on est de la même manière dans une situation de télétravail. Donc, il va falloir justement réadapter les ressources et en tout cas réadapter l'usage des ressources pour pouvoir évaluer, je dirais, équitablement et justement le collaborateur qui télétravaille, bien entendu. Alors, donc, resituer, donc, comme je viens de le dire, l'usage d'éthique, hein, et réajuster les modalités d'interaction. Donc, on ne peut plus interagir de la même manière que ce qu'on a l'habitude de faire dans une situation classique ou dans ce qu'on a l'habitude de faire dans une situation de télétravail, où on serait plus sur des modalités d'interaction qui visent uniquement le contrôle. Voilà. Alors, pour pouvoir justement répondre à ça, le e-leadership ne peut s'exercer qu'à partir du moment où on apporte une lecture systémique qui engage à la fois donc l'organisation, le management et l'équipe. Hein. Donc, et où ces différentes donc, composantes exerceraient une influence l'une sur l'autre. Alors, quels sont donc les défis pour l'exercice du e-leadership ou d'un e-leadership adapté? Donc, là aussi, je propose trois grands défis. Donc, un défi technique, un défi organisationnel et un défi relationnel. Donc, le défi technique, donc, et là, je reprends donc
une phrase qui a été dite donc, par un psychologue du travail qui dit que c'est l'usage donc, des techniques, des technologies donc, qui contribuent aux évolutions des organisations et non la technologie elle-même. Donc, très souvent, c'est ce qui arrive, c'est que nous allons avoir tendance, enfin en tout cas, ce qui a été observé dans les situations de télétravail, c'est que les personnes ou les managers vont avoir tendance à être, disons, rassurés du fait qu'il existe cette technologie et l'utilisation de la technologie va être, si vous voulez, ne va plus être un moyen, mais plutôt une finalité. Donc, et de là, justement, peuvent apparaître certains effets négatifs au niveau, donc, sur les collaborateurs. OK, alors quels sont les défis techniques? Alors, les défis techniques portent d'abord sur, comme on vient de le voir, sur l'usage des technologies de l'information et de la communication qui axerait davantage sur une alternance entre accompagnement et contrôle. Donc, et là, pour ce qui est du contrôle, donc, le contrôle va s'effectuer donc par l'intermédiaire de comptes rendus d'activités et ou de réunions avec le management. Donc, en recourant aux techniques de l'information et de la communication comme principal outil de contrôle. Quant au deuxième mode de management, il porterait justement sur la confiance. Alors, vous allez me dire, la confiance, ce n'est pas évident de la donner. Effectivement, ce n'est pas évident de la donner. On ne peut la donner qu'à partir du moment où on a développé aussi des compétences chez le collaborateur. Et la particularité, justement, des compétences qu'on développerait dans une situation de télétravail porterait davantage sur des compétences qui axerait sur l'autonomisation, sur la responsabilisation, sur la proactivité pour justement aider le collaborateur à être encore plus autonome et à pouvoir identifier par lui-même les problèmes, à résoudre certains problèmes sans avoir besoin de recourir à chaque fois au management, etc. Donc, la confiance va être donnée à partir du moment où on a développé ces compétences donc d'autonomie, de proactivité, de responsabilisation. Sans ça, on ne peut pas faire confiance et on continuera, bien entendu, à user de cette ressource technologique dans l'objectif de contrôler uniquement. Hein. Quand je dis contrôler, bien sûr, ici, c'est contrôler le travail, hein, et non pas les personnes. Le deuxième point consiste à identifier les personnes qui sont capables de gérer la situation de télétravail. Et auquel cas, veiller aussi à développer des compétences dans ce sens. Donc, tout le monde ne peut pas forcément télétravailler. Et donc, ce n'est pas parce que l'entreprise a décidé de passer au télétravail qu'on peut forcément mettre tout le monde au télétravail. Donc, on peut également choisir des personnes, bien sûr, en fonction d'un certain nombre de critères, en fonction de leur fonction, de leur métier, en fonction des exigences de la fonction, en fonction du secteur, là encore, d'activité, etc., de l'entreprise. Donc, on pourra effectivement mettre certaines personnes ou proposer à certaines personnes le télétravail, et puis pour celles qui ne se sentent pas forcément confortables avec le télétravail, elles pourront continuer à travailler comme à l'accoutumée, donc en présentiel. Et si c'est-à-dire si on se retrouve dans une situation où il faut vraiment passer au télétravail, comme c'est le cas lors du confinement, là, il va falloir veiller donc à ce que tout le monde maîtrise les ressources technologiques qui sont mises à leur disposition, mais pas uniquement. Il va falloir également vérifier si les conditions de travail sont adaptées, si les conditions de travail sont ergonomiques, puisque là encore, le collaborateur,
n'est peut-être pas en mesure puisque la situation est nouvelle pour lui, donc n'est peut-être pas en mesure de savoir quelles sont les conditions de travail qui sont les plus appropriées pour qu'il puisse rester en bonne santé, hein, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, donc la situation télétravail peut générer également énormément de problèmes de santé, tels que les troubles musculo-squelettiques, etc., etc. Donc, voilà. Donc, le passage au télétravail est conditionné par un certain nombre de facteurs. Le troisième élément, c'est de manager de manière socialement responsable. Alors, la possibilité justement d'interagir n'importe où et n'importe quand peut effectivement générer des débordements sur la vie, on va dire, sur la vie personnelle. Et donc, le respect des temporalités est important, hein, parce qu'il permettra effectivement de réduire ces sursollicitations et il permettra aussi de respecter la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, d'autant plus que les espaces dans une situation de télétravail deviennent entremêlés, hein, donc on travaille à domicile et je veux dire, la vie professionnelle et la vie privée s'entremêlent. Donc, on va essayer de réduire au maximum justement qu'elles s'entremêlent de telle manière à respecter justement, en respectant pardon, ces temporalités. Alors, le deuxième grand défi, c'est un défi d'ordre organisationnel. Et là, on va parler de soutien organisationnel. Alors, le soutien organisationnel est une notion qui a été largement développée en psychologie du travail et qui porte davantage sur le soutien organisationnel perçu. Donc, au fait, on parle plus de soutien organisationnel perçu que de soutien organisationnel sans regard justement de la perception, hein, des collaborateurs ou des employés de manière générale. Donc, au fait, il renvoie à quoi? Il renvoie aux croyances générales des travailleurs quant à la mesure dans laquelle leur organisation valorise leur contribution à l'efficacité organisationnelle en se souciant de leur bien-être. Donc, autrement dit, en tant qu'employé, je vais avoir une perception de ce soutien, soit positive, soit négative. Donc, en me disant, voilà, moi, je pense que je pense que mon entreprise me soutient, me donne les ressources nécessaires pour atteindre mes objectifs, me motive, me reconnaît mes efforts, etc. À partir du moment, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir du moment où l'on sait que ce soutien organisationnel est perçu, on pourra plus facilement agir sur les perceptions. Donc, quand les employés perçoivent un soutien en provenance de leur organisation, ils font preuve automatiquement de réciprocité. Donc, on est dans l'organisation à atteindre ses objectifs et ils vont forcément éprouver plus d'engagement à son égard. Donc, à partir du moment où les perceptions sont positives, on va plus facilement engager les collaborateurs donc, à l'égard du travail, à l'égard de l'entreprise. Donc, ceci voudrait dire que du côté de l'entreprise, parce que le manager à lui seul ne peut pas le faire, mais du côté de l'entreprise, du côté, je veux dire, du pôle stratégique, si je peux le dire, de l'entreprise, il est important également que des moyens soient donnés, que les ressources soient données aux collaborateurs, aux télétravailleurs de manière générale, parce que le manager aussi télétravaille, donc soient données pour que la personne puisse être performante, pour que la personne puisse être épanouie.
Donc, si le télétravailleur va utiliser, par exemple, va être obligé d'utiliser, je veux dire, un bureau qui n'est pas le sien, utiliser un ordinateur qui fonctionne à moitié, etc., pour télétravailler, ça va forcément avoir une incidence sur la qualité de son travail et forcément sur tout ce qui en découle, hein, je veux dire, et là on parle de charges cognitives, etc., etc. Voilà. Donc, un des défis justement organisationnels, c'est le soutien organisationnel. Donc, ce soutien organisationnel donc, va s'exprimer à travers justement, encore une fois, la responsabilisation et la confiance. Donc, plus je responsabilise le collaborateur, plus je lui fais confiance et plus je vais lui-même va percevoir qu'il y a justement un soutien, c'est-à-dire à partir du moment où je fais confiance au collaborateur, c'est que je valorise en quelque sorte sa capacité à télétravailler, à travailler à distance. Et donc, à travers justement cette valorisation, enfin en tout cas telle qu'elle sera perçue par le collaborateur va s'engager encore plus et va pouvoir travailler de manière plus confortable sur le plan cognitif et émotionnel. Alors, un deuxième point, c'est celui donc d'analyser les difficultés et d'observer surtout l'écart entre le nombre justement, donc, enfin ça je prends ça en exemple, donc je vais reformuler ma phrase. Donc on va analyser les difficultés donc organisationnelles du télétravail qui sont potentiellement révélatrices donc de coûts cachés. Et à titre d'exemple, justement, on va évaluer les causes de non-effectivité du télétravail, le calcul des écarts, par exemple, entre le nombre de jours prévus et le nombre de jours réalisés. Donc, ça peut être un bon indicateur de performance organisationnelle et d'analyse des effets négatifs induits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous nous sommes fixés des deadlines, que nous avons prévu tant de jours de travail et qu'il y a un écart entre ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé, effectivement, le manager pourra évaluer s'il y a un problème ou pas. Donc, ça peut être un indicateur pour lui, pour savoir s'il y a un problème, et donc interroger le problème et essayer de réparer ce problème. Et si je veux dire, et s'il n'y a pas d'écart, c'est que tout se passe bien et que le collaborateur donc est en train de répondre de manière adéquate donc dans cette situation de télétravail. Alors, le troisième élément, c'est réajuster donc les mécanismes de reconnaissance. Donc au-delà de la valorisation des résultats, il faudra justement revoir les mécanismes de reconnaissance. Et ceci donc porterait sur les compétences qui sont liées justement à l'autonomie et à la capacité du collaborateur à être productif, proactif et autonome. Et ceci donc implique le développement préalable, bien entendu, de ces compétences. C'est-à-dire que je ne peux pas reconnaître l'autonomie si cette compétence n'a pas été développée, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, les mécanismes de reconnaissance ne vont plus porter uniquement sur les résultats du travail, mais aussi sur sa capacité à travailler de manière autonome. Alors, le troisième défi concerne le défi relationnel. Donc, et là, j'ai mis une petite phrase qui, effectivement, dit qu'à défaut de réduire la distance physique, il est recommandé de réduire la distance psychologique. Donc la distance psychologique étant un concept qui a fait objet de pas mal de recherches, donc elle est définie comme une expérience subjective que quelque chose soit proche ou loin
de soi, ici et maintenant. Donc, la distance psychologique, on comprend par là qu'elle est égocentrique. Son point de référence, c'est le moi, et c'est l'ici et maintenant. Et les différentes façons dont un objet peut être déplacé à partir donc de ce point dans le temps, l'espace, la distance sociale et la distance hypothétique. Donc, tous ces éléments constituent des dimensions différentes de distance. Ceci voudrait dire que finalement, la distance psychologique est subjective. Et à partir de là, là encore, à partir du moment où on le sait, on pourra plus facilement agir justement sur ces éléments perceptuels. Donc, au fait, lorsque un collaborateur ressent de la distance, ou deux collaborateurs ressentent de la distance, les degrés de distance psychologique perçus ne vont pas forcément être les mêmes. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que plus, justement, ce qui a été démontré par les recherches, c'est que plus la distance psychologique perçue est faible, plus le manager pourra mobiliser, motiver et guider plus facilement et plus adéquatement ses employés. Donc, l'inverse, bien entendu, aboutirait à une difficulté de contrôler les employés, à des problèmes de communication en augmentant le risque de quitter l'emploi, voire dans une situation de télétravail, de se déconnecter complètement, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a débordement cognitif ou une trop grande charge affective et émotionnelle. Alors, le télétravail, pouvant accentuer donc le sentiment de distance psychologique, il repose cependant sur des mécanismes justement perceptuels qui peuvent être influencés pour les réduire. Donc, tout est justement sur ces mécanismes, tout le travail va se faire sur ces mécanismes-là. Alors, donc, il faudra donc miser sur la proximité psychologique en agissant sur ces mécanismes perceptuels. Alors, comment? Donc, là, je vais rapporter quelques résultats de recherche qui ont montré qu'il existait 5 pratiques de direction pertinentes quant justement à la réduction de cette distance. D'abord, l'organisation de rencontres en face-to-face, donc en adaptant notamment la fréquence justement de ces rencontres selon les besoins de chacun. On va également, donc la deuxième pratique qui a été retenue concerne donc le fait de développer un lien personnel et non uniquement professionnel. Et là, par exemple, on peut utiliser des outils technologiques différents quand il s'agit de parler travail et quand il s'agit de parler de choses un petit peu plus informelles. Je ne sais pas, de sport, d'activités artistiques, de ce qui se fait, je veux dire, en dehors de la sphère travail. Hein, donc, ça permet effectivement de personnaliser le lien entre le manager et le collaborateur. Également, une troisième pratique est encouragée, celle de définir les rôles et les attentes avec des mises à jour donc, et des rappels réguliers. Donc, ça permet aussi d'un côté d'évaluer un petit peu l'état psychologique, l'état de santé du collaborateur, et puis de redéfinir aussi les rôles et les attentes hein, par rapport au travail. Et puis, le fait aussi d'être dans cette situation de télétravail peut, comme on l'a vu tout à l'heure, favoriser un sentiment d'isolement, puisqu'on travaille à distance de l'entreprise, des collègues et du manager. Et donc, ça peut aussi avoir un effet sur la projection du collaborateur dans le futur. Donc, il est important de parler d'avenir. Hein. Donc, avec chacun, en établissant des plans de carrière, en se projetant, en aidant la personne à se projeter dans l'entreprise. Alors,
Et puis, donc, il y a une cinquième pratique qui a été retenue, donc celle d'accorder un soin particulier aux communications donc, écrites avec chacun. Hein, donc, en vérifiant notamment la compréhension des messages envoyés pour, là encore, dans une logique de personnalisation de la communication. Hein. Donc, puisque plus la communication sera personnalisée, plus cette distance psychologique sera perçue par le collaborateur comme étant faible et donc va avoir un effet sur son engagement vis-à-vis du travail, vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de son manager, vis-à-vis de l'entreprise. Voilà. Donc, on va bientôt, en fait, je pense que je vais terminer avec ça. Donc, c'est un résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, je termine avec cette roue systémique qui intègre justement le soutien organisationnel et le soutien social comme étant les principaux leviers sur lesquels devra justement s'appuyer le manager dans l'exercice de son e-leadership avec l'aide de l'entreprise pour favoriser le bien-être et la performance parce que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je terminerai par, alors ce n'est pas un sondage, c'est plutôt une question auquel vous pouvez répondre en commentaire. Ah, super, le sondage a été mis. Donc, à l'issue de ce webinaire, quel défi vous êtes-vous fixé en priorité, donc en tant que manager, chef d'entreprise ou consultant? Donc, quels sont les défis au regard de vos expériences respectives que vous vous êtes fixés? Et je termine avec ça, mais j'attends bien entendu, j'ai hâte d'avoir quelques questions, enfin de répondre à quelques-unes de vos questions. Défi relationnel pour 50%, défi organisationnel pour 47% et défi technique pour 26%. Eh bien oui, effectivement, moi j'adhère complètement donc à vos décisions, hein, à vos projections. Je dirais effectivement que le défi organisationnel et le défi relationnel sont les défis qui doivent être pris en considération en premier et conjointement, bien sûr, avec le défi technique. Voilà, merci pour votre écoute. Je suis ouverte à toutes vos questions. Alors, Nedra, bon, là, il n'y a pas beaucoup de questions ce soir. Donc là, il y a Lamia qui nous dit « Que veut dire épuisement émotionnel? Quelle est la différence avec la détresse ?» Alors, la détresse psychologique, je vais dire, c'est plutôt une appellation générique hein, qui englobe aussi bien l'épuisement professionnel que le burn-out, que des formes donc sévères de détresse psychologique. Donc, c'est plutôt une appellation qui englobe la détresse émotionnelle. La détresse émotionnelle étant étant le synonyme, on va dire, du burn-out, au fait, hein, du burn-out professionnel. Une autre question de la part de Sonia. Quid de la socialisation, la présence versus la distancielle? Si j'ai bien compris, quelle est la différence entre la socialisation dans une situation présentielle et dans une situation distancielle, c'est ça? Comment se manifeste? Voilà, elle écrit encore socialisation dans le fait d'une présence simultanée. Ah, d'accord. Donc, entre présentiel et distanciel. Oui. Ça, oui, tout à fait. Donc le télétravail, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, j'espère que je répondrai adéquatement à la question, mais le télétravail, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas une condition sine qua non. C'est-à-dire que
on va passer au télétravail à partir du moment où il y a des conditions propices au télétravail. Donc, si effectivement ces conditions ne sont pas réunies, il vaut mieux passer au travail en présentiel. Et puis, moi, je ne l'ai pas peut-être évoqué dans le cadre de cette présentation, mais le télétravail n'est pas forcément c'est-à-dire les modalités de télétravail sont différentes. Donc, on peut télétravailler, je veux dire, tout le temps, comme on peut télétravailler 2, 3 fois par semaine seulement, ou une fois par mois. Enfin, ça, ce sont des choix qui se font entre donc, le manager, le collaborateur et l'entreprise. Hein. Donc, il n'y a pas forcément, je veux dire, tout le monde ne peut pas télétravailler. Tout le monde ne peut pas télétravailler. Non pas parce que les personnes n'ont pas uniquement les mêmes prédispositions, on va dire, au télétravail, mais il y a aussi d'autres conditions, hein, comme on l'a vu, donc des conditions liées aux aspects techniques, des conditions organisationnelles, des conditions liées au secteur d'activité, des exigences de la fonction, du métier, etc. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, il y a aussi une autre question. Peut-on imposer le télétravail si on n'a pas le choix? Alors, on peut l'imposer si on n'a pas le choix. Oui, de toute façon, on l'a vécu à travers cette obligation de confinement hein, pendant le mois de mars, voire même, je ne sais pas combien ça a duré, mais en tout cas, au courant du mois de mars dernier, effectivement, beaucoup d'entreprises se sont mises au télétravail par obligation. Donc, ça a été imposé. On peut l'imposer, mais là encore, on ne peut l'imposer qu'à partir du moment où on prépare le télétravailleur, qu'on veille à ce qu'il a les conditions qu'il faut, etc. Mais s'il n'y a pas de conjoncture particulière, je veux dire, comme c'est le cas aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui a obligé suite à des décisions donc, politiques sanitaires qui a obligé les entreprises à passer au télétravail, il n'est pas nécessaire de l'imposer si la personne n'est pas prête. Et si les conditions ne sont pas, bien sûr. Merci beaucoup, Nedra, donc d'avoir partagé tes recherches sur le leadership et e-leadership. Et je tiens également à remercier Ayoub Khalel qui s'est occupé de toute la partie technique de ce webinaire. Merci à vous. Ça a été pour moi un plaisir et cette première expérience. Et en tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, d'approfondir cette thématique, soit à travers d'autres webinaires ou à travers des échanges un petit peu plus personnalisés. En tout cas, vous avez mes contacts. Donc, pour les personnes qui voudraient prendre contact avec moi, ça sera vraiment avec grand plaisir que je répondrai aux questions et que je serai réceptive également à toutes les expériences qui seront partagées avec moi.